plus radio et télé vous accompagne dans cette course pour la conquête de l'écharpe tricolore vert jaune-rouge. DVS Plus vous ouvre ses espaces médiatiques pour vous permettre de communiquer, de dissuader, de persuader pour mieux convaincre vos électeurs. Ainsi, vos messages électoraux peuvent être insérés dans les reportages, le dossier de la rédaction. Vous pouvez aussi participer à notre tribune du jour à travers le débat ou l'entretien. Le choix vous revient de notoriété. Contactez-nous au 01 533 09 03. Dans l'égalité, DVS Plus garantit votre légalité. Alors, bonne chance. C'est bon, vous pouvez venir. Doucement. Honorable, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et surtout, soyez les bienvenus. Merci à vous de m'avoir invité. Et veuillez vous asseoir. Mettez-vous à l'aise, sentez-vous à votre aise. La tribune de DVS Plus n'est qu'un miroir référentiel des médias de Pointe-Noire, une façon pour nous de vous accompagner sur le terrain de la bataille, une bataille du reste concurrentielle sous le principe de la législation, de sorte que vous accédiez à ce qu'on appelle le perchoir, le haut sommet de la législation congolaise. En la matière, nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir et surtout, prenez soin de vous sentir à votre aise. De la même façon que nous avons souhaité à notre invité les bienvenus au niveau de notre tribune, de la même façon que nous sollicitons de vous l'impartialité dans le suivi de la présente édition pour constater fondamentalement qu'est-ce qui est fait sur le terrain, et ceux parmi les rares qui acceptent d'arriver chez nous sont d'office les bienvenus. Et pour ce soir, nous recevons le numéro 1 par rapport à la première circonscription de Tiétié. Donc Tiétié 3, première circonscription. Quand nous disons Tiétié 3, ça signifie l'arrondissement 3 Tiétié, première circonscription, et il est tête de liste. On l'appelle Vivien Manongou. Avec son adjoint, on a envie de parler de suppléant. Il s'agit de Badia Mbungu Carmen Roston. Ces derniers sont des jeunes qui se présentent sous le label des indépendants. Alors, nous prenons soin de les recevoir en direct parce qu'eux, au moins, ont la volonté et le courage de se manifester pour communiquer solennellement. Et nous prenons soin de dire, M. Manongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Delove. Merci beaucoup. Surtout, bienvenue à la présente édition, notre tribune d'expression pour tous ceux des candidats qui souhaiteraient s'exprimer en direct de ceux qui nous suivent. Alors, vous êtes députable, on a même envie de dire candidable à la première circonscription du 3e arrondissement Tiétié. Et sur la liste, vous êtes 15 partants pour ce marathon très très profond, certainement engagé pour le marathon de la course de profondeur. Mais vous êtes celui qui a accepté de répondre présent pour le compte de notre édition, le compte de notre discussion solennelle, un entretien. Première question, comment vous sentez-vous? Très bien, très bien. La campagne est assez difficile, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais je me sens très bien et je suis assez serein. Très très serein, un jeune Vivien Manongou, et ce dernier a pris l'engagement de relever le défi, et le défi c'est qu'il faudrait qu'on change la réalité au niveau de Tiétié 1. Alors, avions-nous la possibilité de connaître quelles ont été les motivations qui sont les vôtres pour postuler à la candidature dans l'enceinte d'une structure qui a 15 candidats? Alors, je veux vous rassurer, hein, lorsque je me suis présenté à la députation, je ne savais pas que nous serions 15. Même si, par expérience, souvent à Tiétié 1, les candidats sont assez nombreux. Mais pour ce qui concerne mes raisons, vous savez, comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années.
On n'est pas obligé d'avoir 50 ans pour faire une carrière politique. Et pour ce qui est des motivations purement politiques, je suis un garçon de Tchétché, né dans ce quartier, grandi dans ce quartier, j'ai fait mes études à Tchétché. Je considère que le quartier n'est pas efficacement représenté à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, je pense aussi qu'il faut donner une nouvelle majorité au Congo, une nouvelle majorité qui soit une majorité pas spécialement de la couleur du chef de l'État. Et donc, à partir de là, je me présente pour éventuellement porter le fer à l'Assemblée nationale. Et pour vous, la représentativité à l'Assemblée, est-ce un honneur ou simplement une formalité? C'est un honneur que le peuple de Tchétché me fera si je suis élu, évidemment. Lorsque vous êtes choisi parmi des milliers de Congolais de Tchétché à les représenter, c'est forcément un honneur. Mais c'est aussi et surtout le devoir de servir à la fois son arrondissement, mais aussi son pays. Vivian Manangou, une fois, à travers le JRS, le journal Retro de la semaine, nous vous avons reçu ici en tant qu'intervenant. Et prenant la parole, j'avais pris soin de vous demander, est-ce que vous aviez des ambitions politiques? Vous m'avez dit, il n'y avait rien de tout cela. Pourtant, aujourd'hui, vous vous affichez. Pourquoi cette dualité, le refus et l'acceptation? Je suis sûr, comme vous êtes un journaliste pertinent, je suis sûr que vous avez oublié. Parce que je vous avais dit que mon association n'était pas à caractère politique, mais que dans mon association, il y avait des gens qui avaient des ambitions politiques dont je faisais partie. Tchétché Abeto. Exactement. Qu'est-ce exactement? Une association à caractère socio-économique qui se bat pour le développement du quartier. Pour vous, le développement du quartier, c'est quoi? C'est d'abord la formation professionnelle, c'est enfin la promotion d'une génération d'entrepreneurs. Tchétché du quartier, oui, développement, mais est-ce que la circonscription égale Tchétché? Non, mais la circonscription 1 de Tchétché représente la grande partie de l'arrondissement. La grande partie de l'arrondissement, puisque nous avons par exemple les deux principaux marchés de l'arrondissement qui sont dans la première circonscription. Ok, alors donc, essayez un peu de nous élucider. Placez-nous au cœur de la circonscription qui fera l'objet de votre convoitise à travers les voies pour devenir député. Où part votre circonscription et où s'arrête-t-elle? Alors, notre circonscription part de Fuchs, on va donner un repère de la SNCS à Fuchs, mais du côté, qu'est-ce qu'on va dire du côté, non pas du côté de la SNCS, mais du côté de la pharmacie Gémiland à Fuchs, et elle s'arrête au niveau des contrats, c'est-à-dire dans le CQ 307. Alors, cette circonscription, initialement, s'arrêtait au fond de Tchétché, c'est-à-dire à Molembo, là où se trouve exactement mon siège. Et depuis le dernier décret présidentiel, il a été agrandi à deux autres sécu, le CQ 306 et le CQ 307. Ce qui fait que nous sommes, j'en suis convaincu, l'une des plus grandes circonscriptions de la ville de Pointe-Noire. Parmi les plus grandes circonscriptions, puisqu'il y en a d'autres qui représentent toute une république, et le contact que vous avez eu avec les sécu supplémentaires? Alors, je ne sais pas s'il faut remercier l'administration pour ça, parce que je suis moi-même issu du CQ 305 et le CQ 306 est à quelques ben pour nous, 305 ou 6, ça ne représente rien. C'est où nominativement parlant? Nominativement, le CQ 305, c'est la zone Molembo et le CQ 306, c'est la zone d'Akasusu. Alors, pour ceux qui connaissent Tchétché, ils verront bien que les deux CQ sont limitrophes, ce qui explique que nous avons... C'est ce qu'on vous a ajouté, hein? C'est ce qu'on nous a ajouté. C'est pour ça que je dis que c'est presque du pain béni pour ma candidature. Et donc, ça va de soi avec vos attentes et ça ne perturbe en rien ce que vous espériez. Mais lorsqu'on est un citoyen engagé, on ne se contente pas de son petit statut personnel. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut ajouter deux sécu dans une circonscription à un mois d'une élection? C'est de l'irresponsabilité de la part du gouvernement. On a dit oui, on a ajouté. Et en la matière, qu'est-ce que vous en pensez? Sur le plan électoral purement personnel, je pense que c'est une bonne chose. Mais sur un plan institutionnel, c'est une mauvaise chose, puisqu'on ne peut pas rajouter deux sécu dans une circonscription à un mois d'une élection. Que pensez-vous que feraient les candidats? Comment se préparer-ils? Tout le monde sait qu'une élection législative se prépare au moins un an à l'avance. Si on vous ajoute deux circonscriptions à 2 semaines, c'est assez difficile. Avez-vous préparé le terrain avant? Je suis, oui, je suis sur le terrain depuis 3 ans, mais par rapport à d'autres activités, notamment associatives.
Mais vous étiez Tété Yabeto. De Tété Yabeto, vous êtes toujours passé à la candidature d'un député, oui. la transhumance. Est-ce que vous pouvez nous en décrire les détails? Il ne s'agit pas de la transhumance. Il ne s'agit pas de la transhumance. Non, non. Tété Yabeto ne devient pas un parti politique. La transhumance, c'est lorsqu'un un député, notamment, est élu par sous le label d'une couleur politique, d'une formation politique particulière, et change de parti politique en cours de législature. Nous, il s'agit d'une association à caractère social qui existe encore aujourd'hui à ces instances, qui sont indépendantes, et M. Manangou, qui lui est président d'honneur de l'association, mais qui est par ailleurs candidat. Tété Yabeto, dans mon cadre, n'est qu'un slogan de campagne. Ce n'est qu'un slogan, pourtant vous avez l'obligation de convoiter les voix qui sont même de l'autre côté de Mvumvu. Est-ce que vous avez des bases et des assises de l'autre côté là? Je ne convoite aucune voix en Mvumvu. Tout ce qui m'intéresse, ce sont les voix qui sont à Tété 1. Comment? Mais parce que Mvumvu n'est pas dans ma circonscription électorale. Et vous vous limitez où exactement de l'autre côté? Au Contrail. Contrail. Et c'est à la limite de Mvumvu. Donc on ne rentre pas en Mvumvu. Non, nous parlons de Mvumvu. Mvumvu Ah oui, mais si vous voulez, la circonscription de Mvumvu 2, donc, il y a eu une séparation entre, il y a un goudron, hein, c'est le goudron de la synthèse qui sépare Mvumvu 2 de Tété 1. Et donc je me limite à Tété 1. Je ne vais ni en Bota, c'est-à-dire à Luandjili 2, ni en Mvumvu 2, je reste à Tété 1. Ok, Tété 1, c'est ça. Et dites-nous, quelles ont été les motivations qui ont justifié le choix de votre suppléant? Alors, mon suppléant est à l'image de ce que je veux des Congolais de demain. C'est-à-dire un jeune, il est encore plus jeune que moi, qui travaille dans le privé, c'est-à-dire qui ne veut pas faire de politique. Carmen. Monsieur Badia Mbungu Carmen, qui est un jeune opérateur à Total, hein, c'est pas un secret, jeune intellectuel, qui est chez Total, qui a des idées, qui est un résistant, parce que ne cède pas, je dis résistant, parce qu'il fait partie de ces rares jeunes qui ne cèdent pas à la corruption, au clientélisme, et engagé, très engagé, et nous avons pensé que nous ferions un tandem qui pourrait faire mal. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Alors, sur le terrain, je constate un engouement populaire. Un véritable engouement populaire pour ma candidature. Je peux vous dire, vous pouvez vous renseigner, puisque vous êtes un journaliste, et que l'investigation fait partie de votre travail, qu'à Tété, nous sommes les seuls à ne pas donner de l'argent lors des meetings. Nous n'en donnons pas et personne ne se plaint. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous ne faisons pas les meetings, nous ne faisons pas ce qu'on appelle l'achat de conscience lors des meetings. Lors des meetings, nous avons un message politique très simple. Nous sommes de l'opposition, nous allons nous inscrire dans le cadre d'une opposition parlementaire et à partir de là, nous disons que pour nous, le Congo est mal géré. Il faut une majorité parlementaire d'opposition pour contraindre le chef de l'État, parce que je vais quand même dire en passant que le chef de l'État, quelle que soit la majorité à l'Assemblée nationale, pourra exercer son pouvoir, puisque nous sommes dans le cadre d'un régime présidentiel. Et nous, ce que nous voulons, c'est pousser le chef de l'État à changer d'orientation politique. Ce qu'il peut faire, puisque nous pouvons aller vers on va dire une cohabitation pacifique entre une majorité d'opposition parlementaire et la présidence de la République. Alors donc, si on comprend bien, le travail sur le terrain a consisté à constater que la réalité sur le terrain était plus favorable à la majorité et vous en êtes opposé, c'est cela? Non, rien du tout. La majorité sur le terrain est favorable à l'opposition. Mais il suffit juste que ce soit une opposition responsable, c'est-à-dire une opposition qui ne va pas négocier les pots de vin tous les soirs en Pila. Une opposition qui considère que le pays, le Congo, que l'intérêt général doit être au cœur de toute réforme politique. L'opposition ne doit pas aller négocier les pots de vin en Pila à 6h, à 5h ou à 24h. Vous êtes allé négocier quoi, où et quand? Je n'ai rien négocié. J'ai eu des propositions, je peux vous le dire, mais j'ai rien négocié. Nous avons choisi la difficulté. La difficulté, c'est le respect des convictions. À Tété, nous avons des adversaires qui, en 10 ans, ont changé 5 fois de parti politique. C'est un record. Hein. Et nous sommes constants, nous débutons en politique, nous avons une position constante. Aujourd'hui, nous sommes candidats indépendants et demain, nous verrons ce que nous pourrions faire. L'indépendance n'est pas du Congo. Exactement, vous êtes où? De la gauche, de la droite, du milieu, du centre, de l'Est ou de l'Est? Pensez-vous que la classification des idéologies politiques existe au Congo? Comment expliqueriez-vous alors que le MCDD, qui est un parti libéral, soit allé du PCT, qui est un parti communiste, soi-disant social-démocrate? Pour vous, ça signifie quoi? Ça signifie rien du tout. Ça veut dire qu'au Congo, ce qui se fait, c'est la politique du ventre. Marion Mandimba parle de la politique intestinale.
Et pour vous, vous parlez de quoi? Je suis moi-même un militant de gauche. J'ai été pendant des années encarté au Parti socialiste français. Et, mais je considère qu'au Congo, ce n'est pas une idéologie qui doit s'appliquer. Au contraire, au Congo, c'est le pragmatisme. Donc nous sommes pour une troisième voie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme Anthony Guidance, nous considérons que pour les États sous-développés comme le Congo, il faut une troisième voie, celle qui mêle à la fois l'intérêt étatique, c'est-à-dire un État fort, puissant, mais aussi qui facilite la création d'un État purement libéral. Mais lorsqu'on a un chef de l'État, on n'est pas obligé de négocier avec? Non, pourquoi? Surtout si vous êtes minoritaire. La résultante, c'est laquelle? Au contraire, ce qui doit se faire, c'est qu'on doit... Mais vous savez, dans le programme du président Sassou, ça s'appelle comment déjà son programme? Le chemin d'avenir. Chemin d'avenir. Dans le chemin d'avenir, il y a une partie qui prévoit un statut de l'opposition. Ça veut dire qu'on veut reconnaître à la minorité une place en démocratie. Il faut que nous adoptions ce statut, que nous ayons une véritable minorité. Parce qu'il ne faut pas faire la politique tout simplement pour aller négocier des postes en pilar. Il faut faire de la politique pour dire au chef de l'État, lorsqu'il fait mal, ça arrive souvent, comme à tous les humains, lorsqu'il fait mal, dire, Monsieur le Président de la République, ceci n'est pas bien, nous, la minorité, nous pensions qu'il faut faire cela. Là, vous faites de la politique maintenant? Non, je dis la vérité. À l'instant T, nous rappelons de notre réception vis-à-vis de vous, oui, ici même, dans l'enceinte de Deves Plus, sur ce même podium, oui, vous avez dit que vous n'étiez pas en train de faire de la politique et qu'il s'agissait d'un mouvement associatif, oui, Tieti Abeto. À quel moment vous avez transité? Mais, monsieur Delove, il faut faire la différence entre un engagement associatif et un engagement politique. Bien avant de créer l'association Tieti Abeto, j'ai travaillé un moment auprès de certaines autorités politiques au Congo, comme attaché juridique, j'ai eu l'occasion de travailler. Et donc, d'une certaine manière, je faisais la politique avant mon engagement associatif. D'ailleurs, moi, ce que je souhaite, c'est que tous les jeunes s'engagent associativement. Dans mon association, nous avons des gens qui supportent d'autres candidats. Je peux vous le dire. Oui, mais tout cela, ça ne représente rien tant que vous n'avez pas un parrain. Qui est votre parrain politique? C'est quoi un parrain politique? Mais le parrain politique, c'est celui qui vous soutient pour que vous engagez ces actions. Pourquoi un parrain politique? Ça veut dire quoi un parrain politique? Ça veut dire que vous considérez que la politique, c'est une affaire de parrainage. Mais ce n'est pas la franc-maçonnerie, la politique. La politique, c'est une affaire d'engagement. C'est une affaire de constance et de cohérence. Vous vous êtes engagé auprès de qui? Je suis engagé auprès du peuple congolais, et notamment du peuple de Tchétché. Je suis engagé, non pas pour qu'on déchire mes banderoles, mais non pas pour foutre le trouble, puisqu'on prétend que je suis un fauteur de trouble et un agitateur. Je me suis engagé... Qui a dit cela? Le commissaire de police de Tchétché. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez, j'ai des banderoles. J'ai des banderoles sur lesquelles j'avais affiché certaines inscriptions que moi je pensais pertinentes pour la campagne. J'ai par exemple dit, je vais vous le dire, c'est la banderole qui cause des problèmes. J'ai par exemple dit Bambongo Yabao Keya Muyibi Ben Kudjayao, mais le 15 juillet Ben voté ça mon changement. Je l'ai dit en langue vernaculaire, c'est-à-dire en dialecte de chez nous, en langue nationale. Alors, et finalement cette banderole a affecté un certain nombre de candidats. Et puis finalement, ce candidat m'a dit lui-même chez lui que le commissaire de police de Tchétché a décidé de le retirer. Au nom de quel droit, je ne sais pas. Alors, cette banderole a fait couler beaucoup d'encre puisque j'ai été convoqué à la mairie, puis à la préfecture. Pour m'en expliquer, j'ai dit tout simplement que cette banderole n'était en rien injurieux. Alors, si c'était injurieux, dans la mesure où je suis moi-même respectueux des lois de la République, il suffisait, en l'absence d'une quenelle locale, puisque ça a été nommé récemment, il suffisait que le maire, que l'administrateur maire de Tchétché m'appelle pour me dire « Monsieur Manangou, votre banderole est tendancieuse, il faut la retirer », je me serais plié. Alors, ma banderole a été retirée par un officier, un sous-officier de police, accompagné des militants d'un candidat. Alors, je veux bien qu'on m'explique quelle est l'alliance, quelle connivence il peut y avoir entre les militants d'un candidat et la police. Je ne parle pas de la police congolaise ou de la police de Pointe-Noire. Je parle de la police du commissariat de Tchétché, puisqu'il s'agit de ce commissariat-là. Je profite de votre antenne pour dire, je ne suis pas un fauteur de troubles. Je ne suis pas un agitateur. Je suis respectueux des règles de la République. Je tiens à la paix comme tout le monde. Mais comme je suis un citoyen et que je connais mes droits, je ne me laisse pas marcher dessus au nom d'une quelconque intimidation. Ok. Et qu'est-ce que vous avez voulu réellement véhiculer à travers cette banderole? J'ai voulu dire un message très simple.
moi je suis le chef de l'État comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit M. Sassou lorsqu'il parle depuis un moment? Il dit il faut lutter contre la corruption. Trouvez-vous normal qu'un candidat distribue 1 million lorsqu'il vient voir ses électeurs? Au nom de quoi? Mais lorsqu'on est un candidat du PCT, c'est-à-dire de la majorité présidentielle, on ne distribue pas les millions. D'ailleurs, le président de la République a dit lui-même qu'il fallait que la campagne soit sobre, puisque nous sommes sortis d'un deuil national le 4 mars. Bon. Et lorsque vous distribuez de l'argent comme ça, c'est l'achat de conscience. Moi, j'ai dit tout simplement, on ne peut pas venir avec aucun message politique et distribuer des millions. Ce qu'on doit faire lorsqu'on est du PCT, c'est de dire à ses électeurs, écoutez, moi, monsieur Untel, je soutiens l'action du chef de l'État. Si vous votez pour moi, le président Sassou aura une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Merci de transmuter de l'autre côté. Pour vous, le message politique, c'est quoi? Je ne transmute nulle part, si vous voulez bien que je vous reprenne. Je dis tout simplement que l'élection, le débat de l'élection législative est très simple. Soit on est du PCT ou des partis satellites, il faut qu'on le dise, RDPS, MCDDI, MAR et compagnie, auquel cas on dit nous partageons ce que pense le chemin d'avenir, c'est respectueux puisque la démocratie, chacun a ses idées. Soit alors on est comme moi, on ne se reconnaît pas dans le chemin d'avenir et on le dit clairement, moi je ne me reconnais pas dans le chemin d'avenir, je veux pour le Congo un nouveau projet. C'est-à-dire, vous ne vous reconnaissez pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour le Congo? J'ai écrit il y a bientôt 2 ans, c'était je crois à quelques mois de l'élection présidentielle, après l'élection présidentielle 2009, j'avais écrit l'attractivité économique, le rendez-vous manqué du chemin d'avenir. Dans ce projet où il y a sans doute des choses bonnes, il manque tout le volet économique et social. Le volet économique et social. Depuis que ce projet a été mis en place, si je vous demande, monsieur le journaliste, sans doute vous ne le savez pas, mais c'est normal puisqu'il n'y en a pas, quel a été le projet gouvernemental qui porte essentiellement sur l'emploi, notamment l'emploi des jeunes? Ça n'existe pas. Je peux vous dire que j'ai lu le chemin d'avenir, je prends n'importe qui au défi de venir me prouver le contraire. Rien. Ça fait 3 ans déjà, hein? Rien. Sur le plan, c'est sur le plan social, hein, le travail c'est social. Sur le plan économique, le Congo, jusqu'à ce jour, est classé 83e dans le classement de Doing Business, c'est-à-dire le classement du FMI, qui établit les pays en fonction de l'attractivité économique. Nous ne sommes plus dans une économie étatisée, c'est-à-dire communiste. Notre économie est libérale. Il faut donc faire en sorte que les entreprises s'installent. Or, lorsqu'une entreprise se crée au Congo, on sait que généralement, c'est une entreprise qui a des ramifications avec le pouvoir. Ce n'est pas l'économie, ça s'appelle le monopole. Et donc, 83e, comme vous l'avez dit, en ce moment-là, on ne s'attend à rien d'après votre analyse. Mais, vous savez, le président de la République est élu pour 7 ans. Il n'a fait que 3 ans, il a encore 4 ans. C'est pour ça que je souhaite de tout cœur qu'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale dise au chef de l'État, monsieur le président, la voie sur laquelle nous sommes engagés aujourd'hui n'est pas la bonne, il faut redresser les choses. Pensez-vous, monsieur Delove, que l'on peut demander aux Congolais de faire le choix entre les routes et le ventre? Ou entre l'école et les bâtiments? Non. On dit infrastructure de base. Mais c'est un gros aveu d'échec. Ça veut dire que pendant 50 ans, on n'a pas des infrastructures seulement de base. Seulement de base. Quand on dit de base, ça veut dire pour commencer. L'élémentaire. L'élémentaire. Ça veut dire que depuis 50 ans, ça fait 50 ans qu'on existe, l'élémentaire n'existe pas. Et tout d'un coup, on se rend compte que l'élémentaire n'existe pas, il faut donc en faire. Très bien, mieux vaut tard que jamais, me diriez-vous. Et alors, dans ces conditions, ne nous dites pas, il ne faut pas vous soigner correctement, ne mangez pas votre faim. Non, non, il faut faire les deux. Ok. Essayant un peu d'atterrir, nous étions dans la superstructure, atterrissons dans l'infrastructure et efforçons-nous d'avoir les pieds sur terre. Vous avez la réalité congolaise en face de vous, j'espère bien. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, en tant que tel, vous, candidable, députable, pour représenter Tiétié 1 pour le compte de la députation actuelle. Première question, toute évidente. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature? La révolte. Vous révoltez contre qui? Contre le système. Vous devenez Albert Camus? Non, 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 je deviens surtout Jean Jaurès. De voir un quartier entier représenté par des gens incompétents. De voir une majorité. Vous savez, l'incompétence, c'est quoi? L'incompétence, c'est par exemple de faire 5 ans à l'Assemblée nationale sans interpeller aucune fois le gouvernement.
Pour moi, c'est de l'incompétence. Vous pensez que ça se passe comme sur un jet de pierre et puis directement on intervient? J'ai un avantage, je pense, sur les autres candidats, les 14 autres, c'est que j'enseigne le droit constitutionnel. Donc je sais ce que c'est les rapports entre le gouvernement et le Parlement. Et dans notre constitution, les choses sont assez claires. Les parlementaires ont le droit d'interpeller par question écrite, par question orale, par des enquêtes, le gouvernement. Donc vous, en tant que tel, vous avez la possibilité de le faire? Exactement. Individuellement. Enfin, vous, en tant que tel, je ne suis pas encore député. C'est-à-dire, en tant que je ne suis pas encore député. Je peux vous dire que dès que je le serai, vous verrez. Et c'est permis, c'est autorisé. Il y a certes des questions de groupe, très bien, mais il y a des questions individuelles. Regardez la télé, vous verrez que les autres députés interviennent. Ils disent, ils demandent, ils interrogent le gouvernement, ils interpellent le gouvernement. Et d'autant plus que nous, dans notre système, nous sommes dans un régime présidentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité gouvernementale devant l'Assemblée nationale n'existe pas. Donc, c'est que il n'y a que ce qu'on appelle un contrôle informatif. Il faut donc que les députés se saisissent de ça, sinon nous nous retrouvons dans une espèce de régime qui ne dit pas son nom, qui est au fond une dictature. Autrement dit, pour éviter la dictature, vous êtes obligé d'intervenir. Mais dans l'intervention, s'il vous plaît, dans l'intervention, il y a un principe de base. En ce moment-là, nous avons envie de connaître. Pendant que vous êtes sur le terrain, nous avons pris soin de dire que vous devez atterrir. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos mandants pour qu'on vous fasse confiance? Je dis une chose très simple, mandant. Je dis, la confiance, c'est le message politique. Et moi, comme je suis pauvre, c'est-à-dire dénué de moyens financiers, tout ce que j'ai comme arme, c'est ma parole. Et je crois aux mots, je crois en la force de mots. Et surtout, je crois en la lucidité des populations de Tchétché. Donc, je leur dis, je fais appel à votre lucidité. Nous sommes 15, chacun a ses mérites, ses compétences. Il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup de transitaires, il y en a, je n'en sais rien. Mais il y en a un seul, qui est spécialisé dans notamment les rapports gouvernement-Assemblée nationale. Les questions de droit. Dans les questions de droit. Et je pense donc que ça serait à la fois une fierté pour le quartier d'avoir un représentant djinn qui ne serait